Madame la préfète de la région Centre-Val de Loire, Mesdames et Messieurs les préfets et sous-préfets, Messieurs, Mesdames les directeurs, directrices des services de l'État, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, Mesdames et Messieurs les présidents et élus départementaux, Mesdames et Messieurs les élus de nos métropoles, de nos agglomérations, de nos communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires, les élus municipaux, Messieurs les présidents d'universités, Messieurs les représentants des autorités militaires et religieuses, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les présidents de tribunaux, Monsieur le Président du Césaire et Mesdames et Messieurs les conseillers du Césaire, Messieurs les représentants et présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, les responsables de nos grands services publics, de l'éducation, de la santé, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques, Mesdames et Messieurs les responsables de la vie culturelle, sportive, associative, Mesdames et Messieurs, chères habitantes, chers habitants de notre belle région Centre-Val de Loire. À vous toutes, à vous tous, au nom de l'ensemble des élus de la région, comme en mon nom propre, je veux adresser avec chaleur, avec enthousiasme, avec ferveur, mes vœux de bonheur, mes vœux de réussite, mes vœux de santé en cette période difficile, des vœux pour vous-même, pour votre famille, pour vos proches. Certes, et pour la deuxième année consécutive, nous ne partagerons pas le plaisir, la convivialité. Nous ne partagerons pas le bonheur de nous serrer la main dans les salons de la région. Nous n'aurons pas non plus le plaisir de lever ensemble notre verre. Pour autant, j'ai voulu faire place à cette tradition des vœux. J'ai voulu faire place à cette tradition des vœux et je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu si nombreux à mon invitation. Cette tradition reste essentielle en ce qu'elle permet de dire l'importance de l'attention à l'autre, de mettre la bienveillance au cœur de nos relations, de fixer ensemble l'horizon commun de nos ambitions, de nos énergies, de nos rêves. Ce commun si précieux dans nos vies, prend tout son sens face à l'impérieuse mobilisation solidaire contre l'épidémie. Ce commun, il est aussi ce creuset indispensable pour forger les réponses aux grands défis que nous devons relever. Défis de la solidarité face à la précarité, défis de la transition énergétique face au réchauffement climatique, défis d'un nouveau modèle de développement économique et social face aux excès de la mondialisation. Je sais que ces enjeux sont au cœur de la vie publique, celle portée par l'État, Madame la préfète de région, comme portée par les collectivités territoriales. Ils ont marqué, et j'en ai un souvenir bien précis, comme beaucoup d'entre vous, ils ont marqué les échanges qui ont accompagné la récente élection régionale de juin dernier. Ils forgent aujourd'hui la détermination de votre conseil régional à faire de 2022 une année d'échange, une année d'engagement pour la construction avec tous les habitants, construction d'une nouvelle étape de développement économique, social et environnemental, construction d'une expression plus forte encore de la qualité de vie dans notre région Centre-Val de Loire, construction collective d'un nouvel avenir. Au cours de cette nouvelle année, nous ferons tout pour que l'ambition l'emporte sur la résignation. C'est tout le sens du budget que la région Centre-Val de Loire vient de voter à un niveau jamais égalé, avec plus de 1,9 milliard d'euros, dont plus de 800 millions sont consacrés à l'investissement au service des territoires et des projets de notre région.
C'est le sens de la priorité donnée par le Conseil régional au transport collectif. Notre région sera la première à engager très concrètement la rénovation de 5 lignes du quotidien, ces petites lignes ferroviaires dont on a tant parlé, si utiles au déplacement du quotidien. Elle accueillera, avant la fin 2022, 32 rames nouvelles, toutes neuves, qui circuleront sur les lignes Paris-Nevers, Paris-Orléans, Blois-Tours, Orléans-Vierzon, Bourges. C'est le sens aussi de la mise en performance énergétique cette année de nos 100 lycées. C'est le sens également que nous avons voulu donner à cet engagement dans la construction de 2 nouveaux lycées avec une très haute performance environnementale. C'est le sens de l'engagement extrêmement important de notre région pour la transition environnementale, avec, et c'est une fierté, cette première COP à l'échelle d'une région, avec, en 2022, une déclinaison opérationnelle concrète dans l'écologie industrielle, dans les circuits courts, dans l'alimentation, dans les biomatériaux, dans l'économie circulaire, dans la biodiversité. C'est le sens du soutien aux associations à un niveau élevé, avec plus de 1200 CAPASSO qui, malgré les tensions qui pèsent sur l'action publique, seront totalement préservés dans cette année. Ils seront préservés parce qu'ils sont au service du sport, parce qu'ils sont au service de la culture, parce qu'ils sont au service de la solidarité. Oui, cette importante mobilisation financière exceptionnelle, nous la mettrons au service des attentes prioritaires de nos concitoyens. Nous la mettrons en œuvre dans tous les domaines de responsabilité de la région. Et je voudrais, au premier chef, parler d'un domaine, d'une thématique qui nous tient tous à cœur et qui nous interpelle dans cette période. C'est celle de la santé. La crise sanitaire a révélé plus encore les difficultés considérables rencontrées par nos concitoyens dans l'accès à un médecin, qu'il s'agisse du médecin de ville ou qu'il s'agisse de l'accès à un service hospitalier dans de bonnes conditions. Tout sera mis en œuvre pour l'ouverture en septembre 2022, et le gouvernement s'y est engagé, de la faculté d'odontologie dans notre région. Tout sera mis en œuvre pour obtenir de l'État un accroissement très significatif du nombre d'étudiants entrant dans les études médicales dans notre région, avec notamment le développement de la formation sur Orléans, mais aussi des internes en nombre à Blois, à Bourges, à Châteauroux, à Chartres. Quand le chiffre de 300 étudiants engagés dans les études de médecine s'avère aujourd'hui totalement insuffisant, nous voulons que ce nombre soit augmenté très significativement et au plus vite de 200 étudiants, parce que cet objectif est à la fois juste et indispensable. Nous demanderons avec force les moyens indispensables pour que la formation de nos médecins se développe à Tours et à Orléans et que les internes soient formés partout sur notre région. Tout sera mis en œuvre pour que 2022 soit l'année de montée en puissance du recrutement progressif de 300 médecins salariés. Les 300 médecins salariés que la région Centre-Val de Loire s'est engagée à installer pour faire reculer les déserts médicaux. Tout sera mis en œuvre et nous le ferons avec l'État, avec les collectivités territoriales, pour qu'en 2022, nous puissions à nouveau augmenter le nombre de ces maisons de santé pluridisciplinaires qui devront atteindre le nombre de 120 et qui, déjà aujourd'hui, accueillent plus de 1200 professionnels et 370 médecins libéraux. Tout sera mis en œuvre pour augmenter très fortement le nombre d'infirmiers, infirmières en formation. On voit avec cette crise des besoins apparaître qui sont des besoins massifs. Après avoir augmenté significativement ces dernières années, nous allons à nouveau franchir un cap. C'est le cap de l'ouverture de 135 places supplémentaires, dont 80 pour le seul département du Loiret dès septembre 2022. Et nous allons poursuivre cet effort
en 2023 avec à nouveau 120 places supplémentaires. Agir, c'est le rôle de l'État, Madame la préfète de région, c'est le rôle des collectivités territoriales. La région, vous le voyez, prend toute sa part, mais c'est aussi reconnaître l'irremplaçable engagement de tous les professionnels de santé, que ce soit en ville ou à l'hôpital, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans les cabinets. Ces professionnels développent aujourd'hui une présence, une activité si précieuse, si essentielle à nos vies. Je vous propose à cet égard d'entendre le témoignage de deux acteurs majeurs de la santé. D'abord une femme, nouvelle médecin salariée, Bérangère Bourdin, qui a rejoint en 2021 le premier centre de santé de Beauce-la-Romaine, dans le Loir-et-Cher, avec une autre femme médecin. Elle exerce dans le cadre du programme des 300 médecins salariés, dont la région Centre a pris l'engagement. Je vais m'adresser à elle en la sollicitant pour qu'elle nous dise la nature de son engagement, pour qu'elle nous explique pourquoi elle a rejoint ce beau projet des médecins salariés en région et comment elle répond aux besoins du territoire. J'aurai également ensuite le plaisir d'accueillir Éric Bernard. Il représente, lui, ces milliers de soignants. Il était soignant dans un EHPAD et il représente ces milliers de soignants qui œuvrent au quotidien dans des conditions difficiles. Tout d'abord, donc, Bérangère Bourdin, trop heureux de vous accueillir et de solliciter votre témoignage. Du GIP Pro Santé et plus largement de la médecine de premier recours en région Centre. En effet, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai été recrutée et j'ai intégré l'équipe du GIP Pro Santé au mois de mai 2021. Ce projet m'a très rapidement séduite parce qu'il répondait à beaucoup de mes attentes. D'abord, le GIP a largement facilité mon installation, à la fois sur le plan matériel, sur le plan administratif, et tout ça, ça pouvait au départ être des freins à mon installation, et donc le fait que ce soit simplifié, bien sûr, ça a largement contribué à mon installation. Un autre de mes souhaits en m'installant, c'était de pouvoir travailler en équipe et pas être isolé, parce que finalement, on fait un métier où on voit beaucoup de gens, mais on est très vite seul. Et donc, dès le départ, j'ai pu travailler avec une secrétaire médicale qui, d'ailleurs, prend en charge une grande partie des tâches administratives. Et puis, comme vous le disiez en introduction, j'ai été rejointe, en effet, par une autre collègue, une autre consoeur, et donc qui me permettent d'avoir des échanges. Et ces échanges-là sont bien sûr une plus-value à la fois au niveau personnel et bien sûr pour les patients. Et puis plus largement, les autres médecins des autres centres de santé avec lesquels je suis amenée à échanger, tout ça c'est vraiment un point très important pour moi. Et puis ça me permet en effet d'avoir un autre regard et puis de ne pas se sentir isolé. Ce projet associe aussi, comme vous le disiez, à la fois la médecine et le salariat. Et ça, c'était un point aussi très important pour moi, parce que le salariat permet quand même de s'affranchir d'une partie des tâches administratives et de retrouver son rôle de soin, de pouvoir accorder plus de temps aux patients et puis de retrouver ce rôle de médecin de premier recours, chose qui est très importante, surtout quand on s'installe dans une zone un peu désertée, comme c'est le cas à Ouzor-le-Marché où je me suis installée, puisqu'il n'y avait plus de médecins depuis 2 ans. Donc à notre échelle, on essaye de répondre aux besoins des patients qui n'avaient plus du tout de médecin traitant et qui avaient laissé un peu tomber leur santé, ou alors des patients qui avaient des grandes difficultés à se rendre chez leur médecin traitant du fait de longues distances à parcourir pour pouvoir se faire soigner et du fait de leur état de santé. Au vu de nos plannings bien chargés, on se rend compte qu'en effet, il y avait beaucoup de demandes. Et puis, on essaye à notre échelle d'aider ces patients et de faire de notre mieux. Et puis, plus largement sur le plan personnel, ça répondait aussi à mes attentes, puisque un cadre de vie un petit peu plus rural et puis un cadre de travail comme cela répondait tout à fait à mes attentes, même au niveau familial, puisque toute ma famille m'a suivi dans cette aventure dans le Loir-et-Cher.
Et puis voilà, je suis convaincue que la médecine salariée est une partie de la réponse à la désertification médicale. Je pense que c'est des réponses qui sont à plusieurs branches, mais ça en fait partie. Et puis voilà, j'espère vraiment en 2022 être rejointe par de nombreux médecins, secrétaires, assistants, et puis qui viennent gonfler les rangs du GIP Pro Santé pour pouvoir poursuivre ce très beau projet dont je suis fière de faire partie. Merci beaucoup de ce témoignage, Bérangère. Merci à vous. Je vais, comme je l'ai indiqué, donner maintenant la parole à Éric Bernard, qui travaille dans le cadre d'un EHPAD à Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre, qui travaille dans un EHPAD et qui a fait une formation financée par la région pour venir vers un métier en tension, celui d'aide-soignant. Éric, vous pouvez nous dire les raisons de votre engagement à la fois dans cette formation et puis dans cet EHPAD d'Argenton. Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci. Merci pour m'avoir donné cette chance d'avoir intégré cette formation. Suite à une reconversion professionnelle, j'ai intégré la formation PAC Défi en 2020. Nous avons fait le parcours de 10 mois avec mes collègues afin d'être diplômés. Nous avons été rémunérés pendant tout le temps de cette formation qui a été un grand plus pour nous. Et ensuite, avec une promesse d'emploi au bout de cette formation dans des différents lieux, hôpital ou EHPAD. Enfin, notre choix était divers, on avait que l'embarras du choix. Donc moi, j'ai choisi l'EHPAD, c'était mon petit coup de cœur dès le début. J'avais toujours eu envie de travailler au contact des personnes âgées. Ça s'est bien passé, on était bien encadrés, on a été suivis tout au long de notre formation. Sur nos lieux de stage, nos cadres de santé nous ont encadrés un petit peu différemment du cursus initial. Et ça nous a permis d'avoir moins de pression sur les épaules, de se mettre plus à fond dans notre travail et de confirmer en fait le plaisir qu'on avait à vouloir faire ce métier et avoir eu la chance de pouvoir le faire à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je viens de signer un contrat d'1 an, donc je suis très heureux de ma position. Donc je remercie encore la région. J'espère que vous allez encore continuer ce genre de formation, car je parle au nom de mes collègues et moi-même. On a tous eu un emploi à la fin de notre formation et plusieurs de mes collègues sont déjà stagiairisés au sein de l'hôpital. Donc, grand merci à vous. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Ouais. Et vous dire que 2022 sera très, très rapidement une année consacrée à la santé parce qu'avec Éric Chevet, le président du Césaire et l'ensemble des membres du Césaire, nous préparons pour le mois de février un nouveau pacte d'engagement pour relever les défis de la présence médicale, pour relever les défis de la présence des soignants. Merci à vous. Je voudrais également dire combien l'année 2022 sera pour nous une année tout entière dédiée au développement économique et à l'emploi. 2021 a été une année compliquée, mais je le crois, et je dis à tous les responsables d'entreprises qui, ce soir, sont rassemblés, une année d'engagement, une année de réussite. Il y a, Madame la Préfète, nous avons beaucoup travaillé ensemble là-dessus. Il y a, je crois, une situation de nos entreprises qui, malgré cette phase de grande incertitude, sont aujourd'hui des entreprises en projet, des entreprises en développement, des entreprises en conquête, des entreprises mobilisées pour l'emploi. C'est aujourd'hui un sujet majeur. C'est un sujet majeur, l'emploi, Éric le disait, pour les secteurs sanitaires, mais c'est un sujet très paradoxal. Nous avons à la fois des femmes et des hommes qui, même s'ils sont en nombre inférieur à la moyenne nationale, sont privés d'emploi, et parallèlement des emplois qui sont offerts et qui trouvent difficilement preneurs. C'est vrai dans de nombreux secteurs, c'est vrai dans le secteur de l'industrie.
C'est vrai dans le secteur de l'industrie, et nous avons voulu, dans cette région qui fait une large place à l'industrie agroalimentaire, j'ai vu tout à l'heure Emmanuel Vasnex, avec lequel je travaille pour le développement d'un certain nombre de structures, les entreprises de taille intermédiaire, etc. Je vous vois à l'écran, vous tous, vous toutes. Eh bien, nos entreprises, aujourd'hui, sont confrontées à une difficulté pour trouver des salariés, des techniciens dans de nombreux secteurs, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de la pharmacie, dans le secteur de la cosmétique, dans le secteur de la mécanique. Dans tous ces secteurs, la région, avec un soutien important de l'État à travers le PRIC, la région va continuer son engagement pour relever le défi de la qualification. Nous voulons absolument, par la formation initiale des jeunes, une bonne formation professionnelle, par nos lycées, par l'apprentissage, mais aussi par la formation tout au long de la vie et la formation des demandeurs d'emploi. Nous voulons véritablement que ce moment de développement économique, et 2022 sera très certainement une année de développement économique, nous voulons que ce soit aussi une année positive sur le plan social. Et puis 2022, sur le plan économique, ça va être la poursuite de ce qui s'est engagé dans cette région d'industrie, dans cette région dans laquelle le nombre d'emplois industriels est beaucoup plus développé qu'en moyenne nationale. Nous voulons que ce soit l'année de la relocalisation. L'année de la relocalisation, ça veut dire que ces masques que nous portons et que nous sommes allés chercher il y a 2 ans à l'autre bout du monde, ces masques que nous portons, mais aussi ces circuits électroniques qui sont dans nos voitures ou dans l'électroménager, mais aussi tous ces produits pharmaceutiques puissent retrouver en nombre important place dans nos industries, dans nos territoires. À cet égard, les chefs d'entreprise s'engagent. À cet égard, nous les soutenons. Et je vais appeler un témoignage intéressant, c'est celui de Bruno Racco. Alors Bruno Racco, il a une particularité, c'est qu'il est au CES de Las Vegas et qu'il a accepté de répondre à notre sollicitation depuis le CES de Las Vegas. Il est responsable d'une entreprise à Main-sur-Loire et il est engagé dans un merveilleux défi, celui du développement, de la réimplantation, de la production de circuits électroniques pour le véhicule du futur, pour le moteur du futur, pour le moteur électrique. Puisqu'il nous entend, je lui cède la parole en le remerciant de se mettre à la disposition de notre échange depuis Las Vegas. Merci, Président. Merci à tous. Bon, j'espère que la ligne est assez bonne et que vous m'entendez. Merci pour le teasing que vous avez fait pour notre entreprise. Et comme vous le soulignez, notre ambition, c'est de faire des cartes électroniques. C'est notre métier et on n'est pas très connu, mais tous, autant que vous êtes, vous utilisez déjà nos produits, que ce soit à travers dans votre voiture ou à travers les produits que vous achetez à nos clients, comme Looney, par exemple, qui est le produit, le jouet le plus vendu aujourd'hui sur Amazon. Bon, notre rêve aujourd'hui, c'est de refaire de l'électronique en France. Et nous voyons une fenêtre qui s'ouvre à nous. Nous sommes de nouveau compétitifs. Quand je dis de nouveau compétitifs, c'est qu'avec l'automatisation, les nouvelles technologies, nous avons réussi à réduire l'écart qui nous sépare des produits asiatiques. Et nous sommes 4 à 5% plus chers que l'Asie, mais pas plus. Et quand vous comptez sur la qualité de nos produits est des fois 100 fois meilleure que la qualité des produits en Chine, le développement durable, le timing pour développer nos produits, on arrive à sortir notre épingle du jeu et à convaincre nos clients de venir dans notre belle région. Si on ajoute à tout ça, comme vous le disiez, le développement de la voiture électrique, où on va venir remplacer un moteur thermique, par des cartes électroniques, eh bien, on voit qu'on a un pari à faire, et c'est le pari que l'on a pris. Aujourd'hui, ce pari, c'est finir de développer, de construire l'extension de notre usine basée à Main-sur-Loire, c'est d'introduire, de monter, d'électronifier nos lignes de production. Et je salue aujourd'hui les 500 personnes qui travaillent à Main-sur-Loire dans notre entreprise et dont certains nous regardent. Et puis, c'est aussi finir, c'est un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros, et de finir de convaincre nos clients, et c'est pour ça que je suis ici à Las Vegas. Bizarrement, il faut aller à Las Vegas au salon de l'électronique pour finir de convaincre nos clients électroniciens d'utiliser
ou de faire fabriquer des cartes, non plus en Chine, mais en France. Pire, mieux, j'allais dire, de les convaincre de fabriquer les cartes électroniques dans la région centre. C'est aussi notre pari de convaincre tous les fournisseurs de composants électroniques qui sont présents aussi sur ce salon, de nous fournir ces composants qui nous manquent tous. Aujourd'hui, nous, on a subi non seulement le Covid, non seulement la crise des composants électroniques, mais aussi la baisse des commandes de voitures, puisqu'on n'arrivait pas, nous ou les autres, à produire ces cartes électroniques qui viennent par un tout constituer une voiture. Donc voilà, c'est notre pari. Notre pari, c'est d'être prêt en 2022 à construire nos lignes et 2023 d'être plein pot pour pouvoir récolter les fruits de ce pari. C'est un pari, on n'est pas sûr d'avoir les composants, on n'est pas sûr d'avoir les commandes, on n'est pas sûr que la voiture électrique aura ce développement. Quand je dis voiture électrique, je dis voiture hybride, hein. Et quand vous regardez tout, si vous avez acheté une voiture aujourd'hui, c'est plus d'1 an de délai. Donc on se dit qu'il y a une chance à saisir et on est prêt à la saisir. Et ça, normalement, ça devrait nous permettre de monter le nombre d'employés de notre entreprise de 500 à 800 personnes. Donc c'est un gros challenge et je remercie tous les collaborateurs qui travaillent avec nous, qui nous aident à réussir ce challenge et on va y arriver. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage et bravo pour votre engagement. Merci Bruno Racco. L'économie, c'est cette économie qui se joue, qui se rejoue, je le crois, à l'échelle de l'Europe et de la France, mais c'est aussi l'économie de proximité. C'est l'économie de proximité, ce sont ces agriculteurs, ces éleveurs, ces maraîchers qui, dans notre région, font un merveilleux travail et pour lesquels il nous faut envisager de plus en plus la reconnaissance de la qualité de leurs produits, la transformation de leurs produits, la consommation au maximum dans la proximité. C'est ce qu'on appelle les circuits courts, c'est ce qu'on appelle la valorisation des talents. Et pour parler de cela, j'ai sollicité Tiffaine Savouré, qui est une habitante d'Eure-et-Loir, qui est très engagée dans la production locale et qui met en œuvre la marque Séducente. La marque Séducente, c'est une marque qui va fortement se développer dans cette année 2022 que nous avons lancée pour qu'il y ait un enracinement de nos bons produits, un enracinement de nos bons artisans transformateurs et qu'il y ait la fierté de consommer Centre Val de Loire. Tiffaine, vous êtes, je crois, en ligne maintenant. Vous avez choisi ce bel engagement de produire local, ce bel engagement pour la marque Centre Val de Loire. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité et de me recevoir parmi vos vœux. Donc nous, en fait, on est distributeur de boissons depuis 1888. Il faut savoir qu'auparavant, on est une famille orléanaise puisqu'on était vinaigrier sur Orléans. Et dans les années 1800 et quelques, en fait, on a changé de cap et on est parti en fait au nord de la région, à Toury, pour se lancer dans la distribution de boissons dans les fermes, dans les épiceries, où on produisait également notre limonade, la Beauceronne. On produisait de l'eau de Cels également. Donc l'eau de Cels, en fait, c'est de l'eau gazéifiée que l'on avait dans les siphons autrefois qui était consignée. Du coup, tout était consigné. On ramenait les bouteilles, on refaisait dedans. Aujourd'hui, on a toujours ce principe. On était également aussi distributeur de combustible. Et depuis cette année, on a une épicerie fine où on vend tous les produits justement locaux. Beaucoup de produits de notre région, mais de France également. Et donc, bien sûr, on produit notre limonade, la Beauceronne, toujours et encore, qu'on a pu relancer et remettre au goût du jour grâce à la région Centre, puisqu'en 2008, en fait, vous nous avez aidé en fait, à relancer ce produit en acquérant un bâtiment et une chaîne de production. Quand on a redémarré notre limonade, on était à quelques milliers de bouteilles. Aujourd'hui, on a fait plus que x10, puisqu'on est sur des croissances à 2 chiffres depuis le démarrage. Cette limonade est fabriquée beaucoup avec des produits locaux. Donc on utilise le sucre de betterave de la sucrerie d'Artenay, puisque c'est des choses qu'on a vraiment à 20-30 km de chez nous. Ça permet aussi d'utiliser les betteraves qui sont dans les champs des agriculteurs qui sont juste à côté de chez nous. Voilà. On utilise également des matières premières d'agrumes,
plus du sud de la France, puisqu'en région centre, ça ne pousse pas. Voilà. Donc cette limonade, en fait, est distribuée par moi-même et mon équipe. Donc, en fait, c'est toute l'équipe qui s'occupe de la distribution et de la commercialisation. Et ensuite, on a mon frère, donc Stanislas, lui, mon frère, qui s'occupe avec passion depuis le début de la production de limonade. Une production de limonade qui lui a donné une belle réussite, puisqu'il part là dans l'aventure du Vendée Cola, qui va commencer par être construit donc en région centre et qui va exporter gentiment en Vendée. Voilà, donc l'aventure ne s'arrête pas là, on n'est qu'au démarrage. Voilà. La marque C'est du Centre nous permet justement d'être présente à beaucoup d'endroits, et ça nous permet aussi d'avoir une image régionale, puisqu'en fait on est exporté partout en région, beaucoup en région centre, en région parisienne également, puisqu'on est vraiment entre les deux. Et voilà, bon après à l'échelle nationale un petit peu aussi. Quoi dire d'autre, au niveau proximité, justement, donc nous on joue la proximité, on est une entreprise justement qui joue la proximité, puisque nous faisons du verre consigné, et le verre consigné, que ce soit en limonade, en Boscola et pour d'autres produits tels que les eaux, les sodas et autres, c'est quelque chose qu'on a gardé. On nous a dit à plusieurs reprises, mais c'est kitsch, qu'est-ce que vous faites, ça se fait plus, le verre consigné c'est dépassé, il faut innover, il faut passer sur le PET. Donc les verres en plastique. Et donc nous on n'a jamais voulu démordre, et on a voulu rester sur le consigné. Et on a bien fait, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous différencie vraiment des autres. Et oui, c'est un travail de longue haleine, puisqu'il faut aller dans les villages, dans les restaurants, en ville, rechercher nos verres, relivrer en même temps. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder, puisqu'en fait ça nous permet de garder la proximité et d'avoir un côté qualitatif. Puisque c'est pas d'aujourd'hui, on sait très bien que tout ce qui est en bouteille de verre ou en bocaux de verre, ça a une qualité gustative et au niveau garde qui est quand même autre chose que dans d'autres matières. Donc voilà, donc en fait nous, grâce à 2022, on le voit comme quelque chose encore de pétillant, puisque 2022, grâce au Covid, chez nous on dit grâce au Covid, ça a débloqué beaucoup de positifs dans la mentalité des consommateurs. Et ça nous a vraiment donné un coup de fouet et un élan sur cette partie distribution de boissons, et notamment en consigné, et notre limonade également, puisque les gens consomment beaucoup plus local au détriment de grandes marques, et ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours positifs, et voilà, et les gens sont emballés et reviennent chez nous directement, et c'est vraiment une fierté. Merci pour votre témoignage. Encore plus de porter les couleurs de C'est du Centre. Merci beaucoup, merci. Et en plus, on le sait aujourd'hui, c'est vertueux pour l'environnement, le verre réutilisé et ses tendances. Merci, Tiffaine. On a évoqué le rapport aux touristes, et c'est important pour l'image de notre région. C'est important puisque le tourisme est, dans l'activité économique, dans le rayonnement global de la région, un élément de plus en plus fondamental. Les acteurs du tourisme ont connu des passages très difficiles. Finalement, ils sont heureux de dire que cette année 2021, grâce à leur engagement, grâce à un déploiement considérable de force et d'imagination pendant l'été, pendant l'automne et ces derniers jours, ils ont réussi à sauver la mise d'une certaine manière, et nous avons connu là, au mois de décembre, une des plus belles fréquentations de nos sites. Nous voulons que 2022 soit à nouveau une année de tourisme, à nouveau une année de développement. Les Nouvelles Renaissances, c'est notre marque, c'est ce qui rassemble tous ces sites, c'est ce qui rassemble tous ces sites naturels, patrimoniaux, avec les créateurs, avec les artistes. Eh bien, les Nouvelles Renaissances seront en 2022 à la couleur de nos jardins, à la couleur de nos parcs. La thématique 2022 pour les Nouvelles Renaissances sera une thématique tout à fait sensible dans cette période de crise. Ce sera celle du Jardin de la France. La région centre, on connaît son histoire, on connaît son attractivité à travers les siècles. Le Jardin de la France, c'est ce qui va amener des centaines et des centaines de projets portés par les acteurs, qu'ils soient responsables de sites patrimoniaux, qu'ils soient responsables de sites naturels, qu'ils soient acteurs culturels, qu'ils soient dans la recherche, dans l'innovation. 2022, notre région aux couleurs
du Jardin de la France. Et pour nous en parler, j'ai sollicité Henri Carvalho. Henri Carvalho, vous le connaissez, nous le connaissons, c'est le responsable d'un lieu emblématique, les Jardins de Villandry. Et il a accepté ce soir de nous en parler. Merci à lui. Henri Carvalho, vous pouvez nous dire le projet 2022 de Villandry. Je crois que Henri Carvalho n'a pas mis son micro. L'étourdi, le voilà. Voilà. Donc, bonjour Président, bonjour à tous. Quelques mots sur le tourisme et bien sûr les jardins. Alors 2020-2021, on s'en sort finalement pas si mal. À Villandry, nous avons eu 50% de notre fréquentation normale en 2020 et 67%, donc un bon progrès en 2021. Et je dois dire que je suis plutôt optimiste sur l'avenir. Pour 2022, je pense qu'on devrait obtenir 80 à 90% de l'année normale, presque un retour à la normale. Il y a de bons indicateurs. On a beaucoup de groupes américains qui ont réservé pour l'été 2022. Et là, nous sortons de cette très belle opération que l'on désigne ici par le terme Noël au pays des châteaux. Et nous avons obtenu plus de 40% d'augmentation par rapport à l'année de référence qui est 2019. Et c'est très bon pour le tourisme, l'allongement de la saison et l'emploi, donc, puisque décembre devient un vrai mois de tourisme. Et par ailleurs, pour ce qui est du jardin et de la nature, je constate que nos contemporains sont de plus en plus citadins et ils visent un réel ressourcement à travers le contact avec la nature et les jardins. Et justement, notre région est dotée de très belles vallées, forêts, monuments, jardins et peut largement offrir et contribuer à ce ressourcement. La pandémie, d'ailleurs, a accentué cette recherche et je crois que nous sommes donc tout à fait bien placés. Je dirais que le jardin, c'est le trait d'union entre la demeure, qui peut être un château, mais une plus modeste chaumière également, et le paysage. Et le jardin participe tout à fait à cette recherche de ressourcement à travers la nature. À Villandry, justement, notre identité, elle est clairement située à la confluence entre le patrimoine culturel et historique et le patrimoine naturel, celui de la nature et celui des jardins. Et donc, j'accueille avec un grand enthousiasme l'engagement de la région au sein des nouvelles renaissances. Et je reprendrai volontiers les mots de notre bienheureux François Rabelais qui disait « Je suis né et j'ai été nourri jeune au Jardin de France », en désignant ainsi notre belle région qui évidemment n'est pas réservée à ceux qui y sont nés, mais qui est très largement ouverte à tous ceux qui souhaitent y partager beauté, nature, jardin et intelligence des patrimoines. Voilà. Merci beaucoup Henri Carvalho, merci de votre engagement et bravo pour ces performances dont vous nous avez parlé sur cette fin d'année 2021. Merci à vous. À travers ce qui vient d'être présenté, la nature, les jardins, les châteaux, les parcs, il y a un élément fondamental qui est un élément du vivre ensemble qui est très simplement la culture. La culture, c'est ce qui a réuni beaucoup d'énergie, de soutien dans toute cette période. Parce que les acteurs culturels, parce que les créateurs, parce que les artistes ont connu des périodes difficiles, très difficiles. Ils ont, je crois, et ils méritent le soutien qui leur a été apporté, que ce soit par les collectivités, que ce soit au plan national. Mais la culture, c'est également l'avenir, la manière de voir l'avenir, la manière de projeter le territoire dans lequel nous vivons, la manière de projeter nos imaginaires. C'est aussi une image forte pour un territoire. Et à cet égard, nous avons soutenu et nous soutenons très fortement l'engagement, la candidature portée au départ par la ville de Bourges d'être en 2028 la capitale européenne de la culture. Ça a été l'intuition du maire Yann Gallu, l'intuition fortement portée par le département du Cher, très accompagnée par la région, faire en sorte que à travers
une des grandes villes d'art et de culture, notre région puisse vraiment voir son image magnifiée, son image, sa place culturelle magnifiée en 2028. Nous sommes engagés dans cette grande campagne, Bourges, région Centre-Val de Loire, capitale européenne de la culture en 2028. Et pour nous en parler, Pascal Kayser qui nous aide à porter le meilleur dossier possible devant les instances qui décideront finalement du choix du candidat, de la ville candidate et du territoire qui seront reconnus. Pascal Kayser a accepté ce soir de nous dire l'engagement qui était celui de Bourges et de la région pour ce très beau moment de capitale européenne de la culture. Oui, bonsoir à tous. Merci, Président, pour cette introduction. Donc, je suis très heureux d'être là parmi vous. Meilleurs vœux à tous et toutes. Alors, en quelques minutes, je vais essayer de vous résumer cette aventure que j'ai eu la chance de connaître une fois à Mons, en Belgique, qui est la dernière capitale européenne de la culture francophone en 2015. Donc, j'ai travaillé sur ce projet pendant une dizaine d'années. Et effectivement, c'est des projets assez uniques. Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs grands projets culturels dans ma vie, dans ma carrière. Mais un projet de capitale européenne de la culture, c'est un projet qui dépasse tous les autres. C'est un projet où on doit travailler un projet, comme vous le disiez, Président, une vision à 10-15 ans du territoire. C'est un projet qui crée du lien, du ciment entre les acteurs du territoire. Vous le disiez, c'est un projet étendard au départ au Bourges 2028, mais c'est un projet Centre-Val de Loire 2028, capitale européenne de la culture. Donc c'est Châteauroux 2028. J'étais hier avec le maire de Châteauroux. C'est Blois, c'est Tours, c'est Orléans, c'est Chartres 2028, mais ça peut être aussi Sancerre 2028, ça peut être Saint-Valentin 2028. Donc c'est un projet qui au départ est un projet de culture, mais certains d'entre vous le savent déjà. Un projet de capitale européenne de la culture, c'est un projet qui dépasse la culture. C'est un projet économique, c'est un projet social, c'est un projet industriel. C'est un projet de visibilité territoriale, c'est un projet de lien sur le territoire. Alors concrètement, l'appel du ministère de la Culture pour lancer la compétition, puisqu'on est dans une compétition nationale, hein, il y a un certain nombre de villes, de collectivités qui se positionnent, vient de sortir, et nous avons collectivement 11 mois, puisqu'on doit remettre le premier dossier de candidature le 1er décembre. Ça a été fixé ce matin par une publication du ministère de la Culture. Et donc, dans les 11 mois qui viennent, nous allons pouvoir co-construire ensemble un dossier de candidature qui sera analysé par un jury de 12 personnalités européennes de la culture. Ce ne sont pas des politiques, des élus ou des administratifs qui décernent ce titre. Ce sont 12 professionnels de la culture européens. Et à l'issue de ce premier examen, ils vont décider d'un deuxième tour. Un certain nombre de villes vont être shortlistées et vont pouvoir remettre un deuxième dossier, probablement en décembre 2023, avec une nomination en 2024. Voilà. Alors, on y va très clairement pour gagner. Si j'ai rejoint ce projet depuis le mois d'août, c'est vraiment avec une vision de victoire. Et je pense que la région et son profil peuvent séduire le jury européen. Alors pourquoi ? Parce que dans les dernières villes qui ont eu le titre de capitale européenne de la culture, notamment dans les pays d'Europe de l'Ouest, ce sont souvent des villes petites et moyennes, des villes de moins de 150, 200 000 habitants. Et donc la typologie des villes de notre région est extrêmement intéressante par rapport à ça. Et puis, évidemment, la région, elle a toute une série d'atouts, et on en a cité beaucoup depuis le début de ses vœux. Alors, aujourd'hui, nous avons lancé un premier site que je vous invite à visiter, c'est bourges2028.org, qui a dévoilé 3 premiers actes du projet qui sont issus d'ateliers participatifs qui ont eu lieu au premier semestre 2021. Et on a choisi comme thématique emblème de cette première partie, je dirais, de la candidature, territoire d'avenir, pour appuyer sur le fait que, effectivement, les villes petites et moyennes, qui sont celles constitutives de la région, et des territoires qui ne sont pas des grandes métropoles, sont les territoires d'avenir, sont les territoires, finalement, qui constituent la colonne vertébrale
de la France, mais aussi du territoire de l'Union. Surtout à l'ère post-Covid, avec toute une série d'avantages que je ne vais pas reciter ici. Alors, on a là, autour de cette thématique territoire d'avenir, 3 axes. Un premier axe qui est la ville de moins de 100 000 habitants. Un deuxième axe qui est très fort, qui est la culture comme levier contre le changement climatique, et ça rejoint aussi l'ADN de cette région. Président, vous avez cité plusieurs exemples, comme la COP, la première COP régionale, qui sont assez fantastiques. Cette région est vraiment précurseur dans toute une série de domaines. Et puis, il y a la situation de l'artiste dans la société européenne du XXIe siècle. Et l'artiste aujourd'hui, en Europe, c'est les industries culturelles et créatives, et c'est un champ économique qui dépasse celui de l'industrie automobile, par exemple. Et donc, c'est analyser comment on peut se projeter effectivement dans l'avenir et comment on peut voir cette position de l'artiste. Et puis, on va évidemment beaucoup parler d'Europe dans ce projet. C'est un projet où on doit à la fois travailler au niveau local, et aussi à l'échelle européenne, et créer tous ces échanges, toutes ces dynamiques entre du très local et je dirais de l'européen. Alors, une chose aussi qui pour moi est très importante dans ce type de projet, c'est qu'on travaille de manière extrêmement horizontale. À la fois des acteurs institutionnels importants vont être sollicités, et on en a des très importants sur le territoire, mais aussi les petits acteurs. C'est un projet, Capitale européenne de la culture, où on peut travailler cette horizontalité. C'est un projet qui doit concerner le quotidien des habitants du territoire, de la région, et peut-être aussi et surtout ceux qui ne sont pas habituellement concernés par la culture, et pas, je dirais, la culture institutionnelle. Et c'est ce qui intéresse surtout le jury, c'est comment on va pouvoir être innovant et comment on va pouvoir déplacer quelque part le curseur de la culture pour aller intéresser, je dirais, toute une série de publics parfois et souvent éloignés de la culture. Voilà. Alors, je vais juste vous donner un exemple de la manière dont on veut travailler avec Louise Tournillon, qui est la coordinatrice du projet avec qui je travaille en tandem et que je salue ici. C'est un programme que nous allons lancer lundi, le 10 janvier, et que je vous invite à relayer sur vos réseaux sociaux. C'est un programme qui s'appelle Choisissons ensemble. Alors, Choisissons ensemble, c'est quoi? C'est le choix par les citoyens de la région Centre-Val de Loire du logo de la candidature. Et pour ce, nous avons demandé à 3 jeunes diplômés de l'École supérieure d'art et de design d'Orléans de travailler sur la proposition de 3 logos qui traduisent cette notion de territoire d'avenir. Ces 3 logos seront mis en ligne lundi, et pendant 4 semaines, les habitants de la région pourront voter, et un nouveau site sera lancé le 14 février, jour d'une déclaration d'amour à l'Europe, issu de ce vote. Voilà. Et là, on voit bien, je pense, l'esprit de ce projet, c'est une montée en compétences, c'est mettre en avant les talents du territoire et aussi les amener à un niveau, je dirais, d'échange et de notoriété, de visibilité européenne. Voilà. À nouveau, tout ça sera disponible sur le site le 10 janvier. Et si vous souhaitez nous contacter, que vous soyez dans le monde de l'entreprise, nous allons créer un fonds de dotation qui va accompagner ce projet, que vous soyez dans des domaines culturels ou sociaux, n'hésitez pas, donc vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@bourges2028.org. Voilà, merci de ce temps de parole et à nouveau, meilleurs vœux à tous. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce très beau projet, Pascal Kayser. Merci et je voudrais rester un instant dans le vivre ensemble. Dans le vivre ensemble, quand on parle de la culture, on parle d'avenir. Et quand on parle d'avenir, on parle de jeunesse. C'est un message à la jeunesse que je veux adresser dans ce début 2022. Cette jeunesse, on l'a partagée tout au long de la crise, nous le partageons encore. Elle est très fortement impactée par la crise, par les organisations de vie, les organisations d'études, les possibilités de déplacement qui se trouvent ici et là contraintes. Nous avons une responsabilité, nous, acteurs publics, quel que soit le type de responsabilité qui sont les nôtres. La responsabilité, c'est
d'apporter notre soutien, notre sympathie à toute cette jeunesse. C'est de lui dire combien il est essentiel que face à de grands défis, nous puissions avoir très fortement des actions de confiance et de confiance partagée. Oui, les défis sont nombreux quand on a 18 ans, 20 ans, 25 ans. Comment stopper, inverser le réchauffement climatique pour aller vers un monde plus durable et plus vivable? La réponse n'est pas simple. Quelle place pour les relations humaines dans un monde numérique qui abolit les distances? Quel sens donner au progrès au cœur d'une mondialisation galopante? Comment faire de l'égalité? Je sais les jeunes très attentifs à cela. Comment faire de l'égalité une réalité en combattant les discriminations? Autant de questions qui interrogent les jeunes et qui nous interrogent. Autant de questions qui sont très fortement mises en lumière par cette période de crise. Par son engagement aux côtés des lycéens, aux côtés des apprentis, des étudiants, aux côtés des demandeurs d'emploi, par son engagement pour l'aide à la mobilité, par son engagement pour l'aide au pouvoir d'achat, par son engagement pour le logement, par son engagement pour l'aide à l'équipement numérique, la région affirmera en 2022, comme elle l'a fait tout au long de cette crise, affirmera en 2022 sa très grande attention et sa très grande solidarité en direction de la jeunesse. Nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec l'ensemble des collectivités territoriales mobilisées, et c'est important d'agir ensemble. Nous le faisons avec l'État mobilisé, et c'est important d'agir ensemble. Nous le faisons pour que chaque jeune puisse être aussi acteur de cette solidarité et pas simplement destinataire de cette solidarité. Nous le faisons dans le cadre d'états généraux de la jeunesse qui vont se dérouler tout au long de cette année 2022, états généraux qui permettront pas simplement de dire son mot lorsqu'on est jeune, et qui permettront de participer à l'élaboration de nouvelles politiques publiques que nous voulons au plus près des besoins par les jeunes eux-mêmes. Oui, les jeunes se mobilisent pendant la crise dans la solidarité, se mobilisent pour éclairer l'avenir et pour en témoigner, Nicolas Autissier. Nicolas Autissier, c'est un étudiant orléanais qui est vice-président de l'association Au Campus et qui aujourd'hui, je crois, conduit une réflexion avec beaucoup de ses camarades qui est très inspirante pour nous. Nicolas Autissier, si tu peux nous dire quelle est aujourd'hui la démarche des jeunes qui s'engagent comme tu le fais. Bonjour Monsieur le Président, très heureux d'être invité à participer à vos vœux 2022 et puis merci de donner la parole aux jeunes à travers moi, c'est un honneur assez grand. Alors oui, effectivement, nous, la Fédération Au Campus, pour parler un peu de nous, on a décidé, comme nous l'avons fait l'année dernière, de lancer une grande enquête en fin d'année civile et en milieu d'année scolaire ou universitaire, de lancer une enquête pour définir les axes et les problématiques auxquelles font face les étudiants. Alors, bien sûr, on s'intéresse qu'aux étudiants, puisque nous avons une position au sein de l'Université d'Orléans, mais vis-à-vis et avec le grand nombre de réponses que nous pouvons avoir, comme l'année dernière et en ce moment même, puisque l'enquête n'est actuellement pas terminée, mais on peut déterminer des tendances et même comparer par rapport à l'année dernière pour savoir si cette crise a apporté des difficultés nouvelles, si ces difficultés se prolongent dans le temps ou si au final c'est grâce à la crise, si j'ose dire, que des difficultés ont été mises en lumière. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est à la moitié à peu près du développement et de la construction de cette enquête. On a récolté la moitié des réponses qu'on a eues l'année dernière pour l'instant, et c'est tout à fait normal puisque nous sommes sur un calendrier qui est cohérent avec celui de l'année dernière. Je vais vous donner quelques chiffres et des comparaisons avec les chiffres que nous avons pu récolter l'année dernière, que ce soit sur le plan scolaire, le plan moral, le plan alimentaire, et vous avez parlé des difficultés, des aides liées à la connexion Internet ou au matériel informatique qui nous sont bien utiles en ce temps de crise et de distanciation. Voilà. Premièrement,
les étudiants font face à une difficulté qui est nouvelle. Oui, elle est nouvelle puisque pour la première fois, les étudiants ont eu à faire face à une absence ou, si j'ose dire, à ne pas pouvoir aller en présentiel ou en physique à l'université. C'est pareil pour les lycéens ou pour d'autres jeunes. Et ça crée une nouvelle problématique qui est celle du retour en présentiel. Nous, c'est une tendance qui se donne sur cette enquête. 50% des étudiants disent avoir des difficultés à retrouver une habitude liée au travail en présentiel, à retrouver ce cadre de travail, cette concentration nécessaire pour suivre correctement ses études. Et c'est une problématique nouvelle auquel il faudra faire face et qui, j'espère, s'estompera avec les années. Si je peux vous donner un exemple, nous sommes en période d'examen à l'université. Pour les deuxièmes années, c'est la première fois qu'ils font face à des partiels en présentiel, ce qui peut donner des problématiques liées, très diverses, liées au temps et à l'habitude lors de ces examens. Une autre donnée liée aux difficultés psychologiques, 50% des étudiants de l'Université d'Orléans disent avoir des difficultés morales sur cette fin d'année 2021. Alors, c'est dramatique, c'est pas du tout un chiffre auquel on peut accorder du bonheur, même si, lors de la crise, 80% des étudiants disaient avoir des difficultés morales. Donc, on voit bien que la crise a accentué certaines problématiques, mais elle n'en a pas forcément créé. Elle les a accentuées. Et j'apporte de l'importance à ce mot, puisque ce ne sont pas des problématiques qui n'existaient pas avant. Ces problématiques existaient et la crise a permis de les mettre en lumière encore une fois. Encore une fois, 28% des étudiants ont indiqué avoir eu des difficultés à s'alimenter correctement durant cette fin d'année 2021. Et là, j'apporte de l'importance à ce chiffre puisqu'il est exactement le même que celui pendant la crise sanitaire. Ça veut dire que les jeunes, comme avant la crise, comme pendant la crise et comme après la crise, ont toujours du mal, pour une part d'entre eux, à s'alimenter et à remplir leur frigo ou à ne pas se poser la question de ce que je vais manger ce soir, de ce que je mangerai demain. Et ça, c'est quelque chose d'important puisque si on n'arrive même pas à se nourrir correctement, comment peut-on envisager des études correctes et une concentration optimum pour apprendre et évoluer dans les meilleures conditions. Avec ce chiffre, 7% d'étudiants qui ont participé au moins une fois ou plusieurs fois à des collectes et qui ont bénéficié des distributions alimentaires. J'aimerais à cette occasion remercier les diverses associations qui, tout au niveau de la région, même au niveau national, ont pu aider les étudiants en organisant le week-end des distributions alimentaires pour pouvoir soutenir les étudiants dans cette difficulté. À travers cette difficulté, on peut citer par exemple à Orléans l'association OSEM qui a été d'une utilité excellente. Vous avez parlé de la connexion aux nouvelles technologies, à Internet, à un ordinateur. J'aimerais mettre en lumière ce chiffre qui est de 25%. En cette fin d'année 2021, début d'année 2022, 25% des étudiants disent avoir des difficultés pour avoir une connexion Internet stable et tout à fait utilisable pour réaliser leurs études dans des conditions, encore une fois, optimum. C'est un chiffre qui est intéressant et qui est alarmant, puisqu'en 2022, il faut accorder de l'importance à ce chiffre. Merci. Je pourrais donner encore. Merci beaucoup, Nicolas. Je te laisse terminer. J'imagine que je prends du temps. C'est des chiffres qui sont très importants. Je pourrais en citer des dizaines d'autres. Et j'aimerais rebondir sur ce que va être l'année 2022, les États généraux de la jeunesse. C'est une idée qui est excellente, qui va pouvoir permettre à tous les jeunes, les étudiants, les lycéens, même les plus jeunes, ceux qui sont rentrés dans la vie active ou ceux qui sont demandeurs d'emploi, comme vous l'avez dit, de pouvoir construire, de pouvoir proposer des idées pour que leurs conditions soient meilleures dans le futur. Et j'aimerais dire quelque chose à tous ceux qui participeront et qui ne sont pas jeunes. Je ne veux offenser personne, mais il faut être vigilant et apporter
aucun rapport de force avec les étudiants. Si, je m'explique. Si on n'écoute pas les étudiants complètement, on ne les accompagne pas complètement et parfois on ne les écoute pas pleinement, ça biaisera l'apport qu'accorderont ces jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler, qui n'ont pas forcément l'habitude de donner leurs idées. Et j'insiste sur le fait qu'il faut lisser au maximum les rapports de force. Et merci Monsieur le Président, et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble, et on le fera, j'imagine, sur l'année 2022 pour aider la jeunesse au maximum. Merci Nicolas de ce beau plaidoyer pour la jeunesse, et qui est en plus marqué par l'engagement et par le vécu. La dernière personne qui va s'exprimer ce soir, elle va nous parler du sport. Elle va nous parler du sport parce que le sport, c'est très important dans notre région. Il y a un très grand nombre de clubs, un grand nombre de bénévoles, un grand nombre de sportifs. Il y a un engagement important des collectivités territoriales pour développer les équipements. Il y a un engagement important de la région pour l'accompagnement, les 400 CAPASSO qui sont mobilisés dans le secteur du sport. Et tout ça contribue à préparer un très bel événement mondial, de très beaux événements mondiaux d'ailleurs. Le premier, ce sera 2023. Ce sera la Coupe du Monde de rugby. Et le second, c'est un moment très particulier, celui d'accueillir dans le pays où nous vivons les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons la chance d'avoir en région une sportive merveilleuse, engagée, solidaire, remarquable, qui va occuper un rôle important dans la préparation, dans l'organisation des Jeux. C'est Marie-Amélie Le Fur. Marie-Amélie Le Fur, qui est une merveilleuse sportive, elle est aussi présidente du comité paralympique pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Marie-Amélie, vous choisissez tous les engagements, tous les dépassements, vous faites vibrer partout dans le monde la place du sport et les valeurs du sport. Vous avez accepté ce soir de nous dire l'importance de cet engagement et l'importance des Jeux pour notre région. Merci, Monsieur le Président. Voilà, moi, je suis ravie effectivement d'être à vos côtés virtuellement ce soir pour intervenir sur le thème du sport. Je pense au-delà de ma simple personne, notre territoire, notre région a la chance effectivement de pouvoir compter sur de nombreux sportifs de haut niveau qui brillent à la fois par leur performance, mais aussi par leur engagement, par les valeurs, par la transmission qu'ils font pour finalement faire en sorte que le sport fasse un petit peu plus partie de la vie des Français et notamment de nos jeunes, qu'ils soient en situation de handicap ou non. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, les Jeux de Paris 2024 sont une opportunité unique que nous devons saisir. Il faut comprendre que même si les sites de compétition sont principalement situés sur Paris ou dans la région parisienne, cet événement unique qui viendra rayonner en France en 2024, c'est une capacité finalement sur l'ensemble de nos territoires, sur l'ensemble des territoires français, de favoriser le développement du sport. Dans un premier temps, bien évidemment, il s'agit pour l'ensemble des territoires, et notamment à l'échelle de la région centre, de mieux accompagner, de continuer à renforcer l'accompagnement de nos sportifs de haut niveau. Et je tiens tout particulièrement sur cette cérémonie de vœux à saluer l'ensemble de la performance des athlètes olympiques et paralympiques lors des Jeux de Tokyo. La région a brillé, a ramené énormément de médailles lors de ces Jeux. Et je pense qu'on doit continuer, l'ensemble des acteurs, d'être aux côtés de ces sportifs de haut niveau, leur permettre de vivre durablement un double projet, un projet professionnel, un projet sportif, d'avoir, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, accès à des équipements qualitatifs. Bref, tout simplement permettre à ces sportifs de haut niveau qui vivent dans notre région d'avoir accès au supplément d'âme qui fera de véritables sportifs de haut niveau et qui leur permettra demain, lors de Paris 2024, mais bien au-delà, lors des prochaines Olympiades et Paralympiades, d'aller chercher des médailles lors de ces Jeux. Mais ce qu'il faut comprendre et ce que je voulais vraiment partager avec vous ce soir, c'est que les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques de
de Paris, c'est bien plus que du sport de haut niveau. C'est bien plus qu'une simple compétition de haut niveau. C'est tout simplement la capacité qui est donnée à la France de faire évoluer la relation des Français avec le sport. On le sait, et comme j'ai pas envie d'être trop longue, le sport contient énormément de vertus, des vertus physiques, des vertus psychologiques, des vertus sociales, des vertus sociétales. Le sport est un lieu de partage unique qui fait vivre des valeurs essentielles sur nos territoires, cette valeur du vivre ensemble, cette valeur de l'épanouissement individuel au sein du collectif, en respectant la règle, en respectant les autres et en se respectant soi-même. C'est pour ça que c'est véritablement essentiel que le sport demain fasse beaucoup plus partie de la vie de nos Français. À titre individuel, ce que je peux vous témoigner ce soir, c'est que le sport a changé ma vie. Il a changé ma vie parce que lorsque j'ai connu une situation de handicap à l'âge de 15 ans, il m'a appris à mieux comprendre mon handicap. Il m'a appris à découvrir mes capacités par moi-même et non pas parce que la société attendait de moi. Il a vraiment permis, à un moment très difficile qui est celui de l'adolescence où j'ai vécu une situation de handicap, de créer une image positive de moi-même. Voilà, vous comprenez que le sport a véritablement énormément d'effets bénéfiques et pourtant les Français, les habitants de la région Centre pratiquent de moins en moins de sport. Nous avons de moins en moins de personnes qui s'engagent également pour le développement du sport. Il y a bien évidemment un effet néfaste qui a été renforcé par la crise sanitaire que nous vivons actuellement et nous avons une société française qui est de plus en plus en train de se sédentariser. Donc il faut vraiment saisir dès maintenant cette opportunité des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques pour construire une ambition, un héritage durable et ça se construit dès aujourd'hui, dès 2022, autour de 3 grands objectifs. Peut-être c'est de continuer effectivement à renforcer cette responsabilité des pouvoirs publics, des collectivités, à continuer de dynamiser ces politiques publiques qui permettent dans la vie de chaque Français d'avoir une pratique du sport effective tout au long de la vie, pour tous les publics jeunes, les publics seniors, les publics en situation de handicap. Vraiment, voilà, continuer par ces politiques publiques de favoriser le développement de la vie associative et sportive locale sur l'ensemble de nos territoires citoyens, nos territoires urbains. Je pense que c'est absolument essentiel. Et je voulais aussi ce soir avoir un mot tout particulier pour les bénévoles. Je pense aussi qu'on doit avoir un intérêt tout particulier sur ces bénévoles qui sont le socle de notre vie associative. On doit continuer à favoriser ces engagements, à les saluer, à les valoriser, à célébrer nos bénévoles qui font véritablement, qui donnent corps à la vie associative sur l'ensemble de nos territoires. Les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques de Paris 2024, c'est aussi l'occasion de favoriser la rencontre et l'engagement de nouveaux acteurs dans le champ du sport, des acteurs qui ne sont pas issus du secteur sportif, mais pour autant dont la contribution, dont l'action est essentielle pour renforcer la pratique du sport sur l'ensemble des territoires. Et c'est aussi une capacité de notre territoire, de la région Centre, à s'emparer de l'ensemble des projets actuellement qui font les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de 2024. Comment on s'empare du label Terre de Jeux, comment on fait vivre sur l'ensemble de notre territoire le relais de la flamme, comment dès maintenant on organise des célébrations autour du sport, comment nos associations vont démarcher le fonds de dotation et les appels à projets Impact 2024. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez qu'il y a énormément de projets qui gravitent autour de ces Jeux de Paris 2024, des projets dont nos acteurs sur notre territoire doivent se saisir. Et le vœu que j'aurai pour 2022, le premier, c'est de faire en sorte que la région Centre soit vraiment un territoire pilote du changement, du bien vivre et d'une société inclusive par le sport. Et j'aimerais également, c'est le vœu que je porte pour 2022, faire en sorte que sur notre territoire, demain, la pratique sportive des personnes en situation de handicap, elle soit bien plus effective, encore une fois, parce que ça permet à nos jeunes, à nos personnes en situation de handicap, de véritablement découvrir leurs compétences, de les démontrer aux yeux des autres, de poser les bases et les socles d'une véritable société inclusive. Voilà, un grand merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer ce soir lors de vos vœux. Merci à vous, Marie-Amélie, pour ce message d'une force assez extraordinaire. Merci et bravo pour votre engagement. Merci. Nous arrivons au terme de cette cérémonie. Les propos que j'ai tenus, ce sont
les propos de l'ensemble des vice-présidents de la région qui m'accompagnent au quotidien, ce sont les propos de la majorité, ce sont pour l'essentiel les propos de l'ensemble des élus qui composent le conseil régional et qui veulent faire collectivement, ensemble, de cette année 2022 une belle année. Les propos qui ont été tenus par les témoins économiques, santé, culturels, sportifs, etc., sont les propos de l'ensemble des habitants de cette région. Sont les propos qui nous réunissent, qui montrent que, véritablement, nous avons un avenir qui nous rassemble, un avenir que nous voulons porter ensemble, un avenir pour l'accès aux soins, un avenir pour le sport, un avenir pour le développement économique, un avenir pour la fierté et le bonheur de vivre en région. Alors, pour toutes ces raisons, et parce que nous avons déjà tellement partagé d'ambition et tellement fait aboutir de beaux projets, pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, ce soir, je veux à chacune et chacun d'entre vous souhaiter une excellente année 2022. Merci, merci du fond du cœur de tous vos engagements. Merci.